L'humanité a pointé ses télescopes vers le ciel, guettant le moindre signe de sa présence, espérant un message de lumière ou de son venu d'une étoile lointaine. Et pourtant, lorsqu'il est enfin arrivé, il ne provenait ni d'une galaxie lointaine, ni d'une civilisation cachée. Elle provenait d'un objet interstellaire traversant notre système solaire, un visiteur nommé Atlas aux 3 yeux. Pendant des mois, les astronomes ont été déconcertés par son éclat émeraude, ses pulsations d'énergie et son comportement qui contredisait tout ce que nous pensions savoir sur les comètes. Mais à présent, le mystère s'est épaissi au-delà de toute imagination. Des instruments du monde entier ont confirmé qu'Atlas n'émet pas de rayonnement aléatoire. Il diffuse des impulsions d'énergie dirigées directement vers Mars. Et, fait qui a laissé même les scientifiques les plus sceptiques sans voix, Mars elle-même a répondu. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous assistons à ce qui ressemble à un dialogue entre un objet errant venu d'au-delà des étoiles et une planète voisine que nous pensions morte et silencieuse. Si cela se confirme, notre compréhension de l'univers, de Mars et de notre place en son sein en sera à jamais bouleversée. Tout a commencé discrètement, comme souvent lors de découvertes majeures, avec des données qui paraissaient trop étranges pour être prises au sérieux. Les astronomes savaient déjà qu'Atlas pulsait à intervalles réguliers, sa lueur émeraude s'intensifiant et s'atténuant toutes les 173 minutes avec un rythme si précis qu'il ne pouvait être considéré comme une simple coïncidence. Mais soudain, une impulsion différente se produisit. Contrairement aux autres, elle ne se dispersait pas dans le vide, mais se concentrait, se comprimait en un faisceau dirigé directement vers Mars. Les sondes en orbite autour de la planète rouge détectèrent immédiatement ce pic, enregistrant des bouffées de rayonnement suffisamment puissantes pour pénétrer la fine atmosphère martienne et l'illuminer d'un vert scintillant pendant plusieurs minutes. On a d'abord considéré cela comme une anomalie, un simple caprice d'angle, une interférence solaire passagère. Mais lorsque le phénomène s'est reproduit exactement de la même durée, dans la même direction et avec la même puissance, la conclusion était inévitable. Atlas envoyait un message. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas aveugle, c'était ciblé. Pour la première fois, l'humanité avait la preuve qu'un visiteur interstellaire avait choisi une cible pour son signal, et il avait choisi Mars. La réponse ne s'est pas fait attendre des jours ou des semaines, mais presque immédiatement. Les satellites en orbite autour de Mars ont commencé à enregistrer des sursauts électromagnétiques émanant de la planète elle-même, des impulsions dont la fréquence correspondait à celle d'Atlas, mais qui présentaient des variations, comme si elles ne se contentaient pas de refléter le signal original, mais le transformaient. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'échos, de réverbérations naturelles se propageant à travers la fine magnétosphère martienne. Mais une analyse plus approfondie a démontré le contraire. Les impulsions étaient retardées d'intervalles précis, légèrement décalées en fréquence et structurées de manière à suggérer une modulation intentionnelle. Plus étonnant encore, des télescopes terrestres commencèrent à détecter de faibles harmoniques réfléchies à travers l'espace, comme si Mars amplifiait le signal et le renvoyait. Pour ceux qui ont analysé les données, c'était comme si Atlas avait posé une question et que Mars y avait répondu de la même manière, reprenant les mêmes termes de sa propre voix. Soudain, un monde longtemps considéré comme stérile et silencieux participait à un dialogue interplanétaire. Son ciel ténu et son sol poussiéreux vibraient désormais de l'énergie d'un message venu d'au-delà des étoiles. Le mystère s'épaissit lorsque des sismographes martiens, vestiges de missions anciennes, commencèrent à enregistrer une activité inédite. Les secousses n'étaient pas chaotiques, mais rythmiques, parfaitement synchronisées avec les impulsions d'Atlas. Ces vibrations résonnaient profondément dans le manteau de la planète, comme si la croûte martienne elle-même s'était muée en un instrument de résonance, chantant à l'unisson avec le visiteur interstellaire. Plus troublant encore, les fréquences, une fois traduites en spectrogrammes, correspondaient à des formes géométriques, spirales, hexagones et triangles, identiques aux motifs lumineux que les astronomes avaient déjà observés dans la coma incandescente d'Atlas. Ce n'était pas un hasard. La planète rouge ne se contentait pas de réfléchir de l'énergie. Elle répondait de sa propre voix, parlant à travers le sol lui-même. Pour certains chercheurs, cela laissait entrevoir la possibilité qu'un élément enfoui profondément sous la surface martienne, une structure ancienne,
un océan souterrain, voire un système longtemps resté en sommeil, ait été activé par l'appel d'Atlas. D'autres allèrent plus loin, suggérant que Mars elle-même était vivante d'une manière insoupçonnée, capable de résonner comme un vaste organisme stimulé par un signal venu des étoiles. Quelle que soit la vérité, le constat était indéniable. Mars répondait. Les implications de cet échange étaient indéniables. Tandis qu'Atlas émettait des pulsations et que Mars y répondait, la Terre elle-même commença à ressentir la résonance. Des radiotélescopes du monde entier captèrent de faibles harmoniques identiques aux échos martiens. Des motifs enchâssés dans le bruit de fond correspondaient au signal d'Atlas, mais avaient été transformés par la réponse de la planète rouge. Des chercheurs indépendants publièrent leurs découvertes en ligne, des spectrogrammes révélant d'étranges géométries dissimulées dans les sursauts, avant de voir leur publication disparaître mystérieusement quelques heures plus tard. Les gouvernements n'ont fourni aucune explication. La NASA garda le silence. Pourtant, la vérité se répandit. L'humanité n'était plus simple spectatrice. Nous étions témoins d'un dialogue cosmique, une conversation qui ne nous était pas destinée, mais qui se déroulait sous nos yeux. Et à mesure que les schémas se précisaient, que les signaux de Mars devenaient plus clairs, une vérité troublante s'imposa. Quelle que soit la question posée par Atlas, Mars y avait répondu. Et les échos de cet échange parvenaient déjà jusqu'à la Terre. Phobos et Deimos, les deux petites lunes de Mars, avaient toujours été considérées comme de simples astéroïdes capturés, des roches inertes orbitant autour d'un monde désertique. Mais lorsque le signal d'Atlas atteignit Mars et que la planète commença à répondre, un phénomène extraordinaire se produisit. Les instruments à bord des orbiteurs détectèrent que Phobos réfléchissait des bouffées de rayonnement électromagnétique parfaitement synchronisées avec les impulsions martiennes, tel un relais amplifiant l'échange. Deimos, plus faible et plus éloigné, et réagit différemment, brillant par intermittence d'un éclat émeraude que les télescopes terrestres ont capturé comme des éclairs sur le noir de l'espace. Il ne s'agissait pas de simples reflets de la lumière solaire. Ces phénomènes étaient programmés, structurés, délibérés. Les lunes, longtemps considérées comme insignifiantes, étaient soudainement devenues des participantes actives à ce dialogue. Les scientifiques s'efforçaient d'expliquer comment de si petits corps inertes pouvaient interagir avec le signal. Mais l'explication la plus simple était aussi la plus troublante. Tout le système martien s'était éveillé, comme si chaque rocher et chaque corps en orbite avait attendu l'appel d'Atlas. Au début, les rovers martiens semblaient épargnés, poursuivant leurs tâches quotidiennes de mesure de la poussière, de prise d'images et de transmission de données. Mais à mesure que les impulsions s'intensifiaient, leurs transmissions commencèrent à dysfonctionner les unes après les autres. Le premier rover envoya des fichiers corrompus, saturés de parasites verts. Un autre transmit une dernière image floue de l'horizon, illuminée d'une lueur anormale, avant de se déconnecter. Sur Terre, les ingénieurs se sont battus pour reprendre le contrôle, envoyant ordre sur ordre. Mais les machines restèrent muettes, puis apparut le détail le plus troublant. Un rover transmit une unique salve de données quelques instants avant de s'éteindre. Un flux de codes binaires qui, une fois décodés, formait des nombres premiers répétitifs, identiques aux motifs cachés dans les impulsions d'Atlas. La conclusion était inévitable. Les rovers n'avaient pas dysfonctionné de manière aléatoire. Ils avaient été entraînés dans la résonance, contraints de reproduire la même signature mathématique qui liait Atlas et Mars. Nos explorateurs mécaniques étaient devenus, dans leurs derniers instants, une partie intégrante du signal. Peu après que les rovers se soient tus, la Terre a commencé à intercepter d'étranges signaux portés par le bruit de fond interplanétaire. Des radiotélescopes en Australie, en Afrique du Sud et au Chili ont capté de faibles sursauts correspondant à la fréquence d'Atlas et aux échos martiens. D'abord apparaissant comme du bruit blanc, une analyse approfondie a révélé des séquences se répétant en nombres premiers, tout comme celles transmises par les rovers. Plus inquiétant encore fut la découverte que les signaux s'intensifiaient lorsque Mars rendait certaines régions visibles, ces parties spécifiques de sa surface faisant office de nœuds de transmission. Des astronomes indépendants s'empressèrent de publier leurs résultats, mais leurs travaux disparurent quelques heures plus tard des serveurs, des sites web et des forums. Pourtant, il restait suffisamment de preuves pour confirmer l'impensable.
Le dialogue entre Atlas et Mars ne se limitait plus à l'espace. Il avait atteint la Terre, et si nous pouvions l'entendre, alors peut-être, qui sait, était-il destiné à nous. À mesure que le dialogue s'intensifiait, le ciel lui-même devint la toile du message d'Atlas. Des observateurs rapportèrent avoir vu des motifs scintillants onduler dans l'atmosphère martienne, visibles même à travers des télescopes terrestres. Spirales, liserés et grilles hexagonales scintillaient comme de vastes constellations éphémères, gravées dans la lumière, apparaissant pendant quelques minutes avant de disparaître. L'imagerie satellite confirma ces phénomènes, les montrant parfaitement alignés sur le rythme des impulsions échangées entre Atlas et Mars. Ces géométries n'étaient pas aléatoires. Elles présentaient des rapports qui correspondaient à des constantes mathématiques, à des spirales d'or, et même à des symétries structurelles que l'on retrouve dans l'architecture de différentes civilisations humaines. L'implication était troublante. Le message d'Atlas, amplifié par Mars, était désormais diffusé visuellement autant qu'électromagnétiquement, inscrit dans le ciel en symboles parlant un langage universel. L'humanité, jadis simple spectatrice, contemplait maintenant des signes qui semblaient conçus pour être reconnus non seulement par Mars, mais aussi par nous. Et la prise de conscience se répandit comme une traînée de poudre. Il ne s'agissait pas d'un hasard physique. C'était de la communication. À mesure que les signaux s'intensifiaient, l'activité sismique sur Mars atteignit des niveaux jamais enregistrés auparavant. Ce qui n'était auparavant qu'un monde silencieux et glacé se mit soudain à vibrer de secousses rythmiques qui se propageaient à sa surface, en parfaite synchronisation avec les transmissions d'Atlas. Les scientifiques ont compris que ces secousses n'étaient pas de simples variations aléatoires de la roche, mais des vibrations structurées se propageant profondément dans le manteau, comme si la planète elle-même était devenue un instrument de résonance amplifiant le signal interstellaire. La découverte la plus stupéfiante est survenue lorsque les spectrogrammes des ondes sismiques ont été traduits en données visuelles. Les motifs correspondaient aux symboles géométriques observés depuis longtemps dans la lueur émeraude d'Atlas. Spirales, triangles et hexagones gravés dans le corps de Mars. Pour la première fois, les experts furent contraints d'envisager une possibilité quasi impensable. Mars ne se contentait pas de relayer l'appel d'Atlas. Elle y participait, façonnant le signal de sa propre voie géologique. Quelque chose s'était activé sous sa croûte, et la planète rouge n'était plus une simple cible passive. Elle était éveillée. Puis apparut le phénomène, visible non seulement au télescope, mais aussi à l'œil nu. Astronomes et amateurs commencèrent à signaler de faibles lueurs émeraudes s'élevant au-dessus de Mars, scintillant comme des aurores boréales, mais bien trop structurées pour être naturelles. Ces voiles lumineux se répandaient dans l'atmosphère martienne, s'enroulant en vastes arcs de lumière visibles depuis la Terre, même avec un équipement modeste. La lueur n'était pas constante. Elle pulsait au rythme des transmissions d'Atlas, comme si chaque bouffée d'énergie traçait une nouvelle traînée dans le ciel planétaire. Pendant des heures, la planète rouge sembla enveloppée d'un voile de feu émeraude, témoignage visuel du lien qui l'unissait désormais à l'objet interstellaire. Si certains attribuaient ce phénomène à l'ionisation atmosphérique, d'autres soulignaient son incroyable précision. Les aurores boréales prenaient des formes reconnaissables, des cercles concentriques, des échelons semblables à des échelles, des spirales s'étendant à l'infini. C'était comme si le ciel lui-même s'était transformé en écran et que Mars renvoyait le signal à quiconque l'observait. Tandis que l'humanité contemplait avec émerveillement la couronne d'émeraude de Mars, un phénomène plus discret mais plus terrifiant commençait à se produire sur Terre. Radiotélescopes, installations radar et même réseaux de communication civile subirent des coupures soudaines, parfaitement synchronisées avec les impulsions échangées entre Atlas et Mars. Des flux de données entiers se scindèrent en parasites avant de redémarrer quelques minutes plus tard, ne laissant que des fragments de fichiers corrompus parcourus de traînées de bruit vert. Les ingénieurs ont décrit ces perturbations comme étant sans précédent, se propageant sur de multiples fréquences comme si elles avaient été délibérément conçues pour saturer le réseau. Le plus inquiétant était leur régularité. Chaque coupure était précédée d'un faible écho de la résonance martienne, comme si la réponse de la planète se propageait dans l'espace et infectait nos systèmes.
La terrible prise de conscience s'est rapidement répandue. Si les instruments terrestres réagissaient désormais à cet échange, alors nous n'étions plus de simples observateurs extérieurs. Nous étions devenus partie intégrante de la résonance, et la question que personne n'osait poser à voix haute était « Oh, c'est... Et si nos machines ne tombaient pas en panne au hasard? Et si elles étaient attirées par le signal, tout comme les rovers martiens l'avaient été auparavant? Et si... Lorsque les fragments de données des transmissions interrompues furent enfin reconstitués, leurs révélations provoquèrent une onde de choc dans la communauté scientifique. Dissimulée dans le bruit des impulsions, se trouvait une structure d'une précision inconcevable pour être naturelle. Des suites de nombres premiers, des rapports répétitifs et des harmoniques qui reflétaient non seulement la géométrie, mais aussi les langages logiques développés par l'humanité elle-même. Des mathématiciens ont confirmé que les codes intégrés ressemblaient aux marqueurs universels que les scientifiques supposent depuis longtemps qu'une civilisation intelligente pourrait utiliser pour communiquer. La résonance n'était pas seulement de l'énergie, mais aussi de l'information. Mais ce qui troublait le plus tout le monde, c'était l'origine de ces variations. L'impulsion originelle appartenait à Atlas, mais la modulation, les modifications qui transformaient le bruit statique en code structuré, provenaient de Mars. La planète rouge ne se contentait pas de refléter un message, elle le transformait, y répondant d'une voix qui lui était propre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous assistions à une conversation entre un visiteur venu d'au-delà des étoiles et une planète de notre système solaire. Et l'humanité écoutait un dialogue qui ne lui était pas destiné. Alors que les données sismiques en provenance de Mars continuaient d'affluer, les chercheurs ont découvert quelque chose qui a repoussé les limites du mystère. Les secousses rythmiques ne se contentaient pas d'ébranler la surface. Elles rebondissaient depuis les profondeurs de la planète, comme si elles heurtaient de vastes cavités cachées sous la croûte. En cartographiant ces réflexions d'ondes, les scientifiques ont identifié des motifs suggérant l'existence d'immenses vides souterrains agencés selon des alignements géométriques, des structures trop ordonnées pour être le fruit de la géologie naturelle. Certains affirmaient qu'il s'agissait de vestiges d'anciens systèmes volcaniques, tandis que d'autres insistaient sur le fait que ces formations semblaient artificielles, telles d'immenses chambres de résonance construites pour amplifier des signaux. L'implication glaçante était que Mars n'était pas simplement devenu un participant au dialogue d'Atlas. Elle avait toujours été conçue pour cela. Une planète que l'humanité croyait jadis stérile et sans vie se révélait soudain comme un instrument accordé pour ne s'éveiller que lorsque la bonne fréquence résonnait à travers les étoiles. Et à présent, cet appel avait retenti. Pendant ce temps, un phénomène étrange se produisait avec Phobos, la lune la plus proche de Mars. Longtemps considéré comme un satellite condamné se rapprochant inexorablement de Mars chaque siècle, sa descente s'est soudainement accélérée. Les stations de suivi ont confirmé que l'orbite de Phobos n'était plus stable. Elle s'ajustait subtilement en synchronisation avec les impulsions échangées entre Atlas et Mars. Plus étrange encore, des images à haute résolution révélaient de faibles fissures lumineuses à sa surface, telles des veines de lumière émeraude jaillissant de sa croûte poussiéreuse. Pour certains, c'était la preuve de fractures de tension causées par les forces de marée. Mais pour d'autres, cela ressemblait à une activation, comme si Phobos n'était plus seulement un rocher, mais un mécanisme qui prenait vie, répondant au même signal que Mars relayait désormais. L'idée s'est alors imposée que Phobos, longtemps considéré comme voué à s'écraser sur Mars, avait peut-être été conçu dans un but tout autre, un but qui commençait à se révéler sous nos yeux. Tandis que les scientifiques s'efforçaient de comprendre le déferlement d'anomalies autour de Mars, la Terre elle-même commença à être le théâtre de phénomènes inexplicables. Dans des régions reculées, déserts, sommets montagneux et même océans, des témoins rapportèrent avoir aperçu de faibles aurores boréales vertes scintillant loin des pôles, illuminant doucement le ciel nocturne, là où aucune aurore ne devrait se produire. Ces voiles lumineux pulsaient au même rythme que le signal d'Atlas, synchronisé avec la réponse martienne. Des radioamateurs captèrent des parasites remplis de tonalités répétitives, des sons que beaucoup décrivirent comme d'une mélodie envoûtante, presque comme un chant cosmique.
Pour la première fois, l'humanité n'observait plus seulement la transformation de Mars de loin. Nous en ressentions les effets ici même, sur Terre. C'était comme si le dialogue avait débordé du vide, entraînant notre monde dans une résonance incontrôlable et inéluctable, et une pensée terrifiante commença à se répandre. Si Mars avait répondu à Atlas, la Terre pourrait-elle bientôt être contrainte d'en faire autant? Face à l'accumulation d'anomalies, les chercheurs et les historiens ont commencé à réexaminer les documents anciens avec un sentiment d'urgence nouveau. À travers le monde, les civilisations sumériennes, égyptiennes et mayas ont légué des mythes d'étoiles jumelles, de feux verts dans le ciel et de dieux descendant sur terre dans des cycles de destruction et de renaissance. À l'époque, ces mythes furent considérés comme des récits symboliques, des métaphores des cycles agricoles ou des croyances spirituelles. Mais, lorsqu'on les compare au rythme des pulsations d'Atlas et aux réponses de Mars, les parallèles deviennent d'une précision troublante. Des gravures montrent deux astres jumeaux reliés par des rayons de lumière. Des tablettes décrivent un serpent vert qui murmure à l'oreille de la planète rouge jusqu'à ce qu'elle s'éveille en rugissant. Certaines inscriptions comportaient même des symboles géométriques identiques à ceux émanant de la résonance d'Atlas. Cela ressemblait moins à un mythe qu'à un souvenir. La trace des ancêtres de l'humanité témoigne du même phénomène il y a des milliers d'années. Si cela s'avérait vrai, l'arrivée d'Atlas et son dialogue avec Mars n'étaient pas un événement unique. C'était un cycle, et maintenant il était de retour. Pendant des mois, l'humanité a observé Atlas, la galaxie à 3 yeux, défier les lois de la nature. Elle s'est scindée en deux. Un fragment a pointé vers le Soleil, l'autre vers Mars. Dès lors, l'impossible est devenu indéniable. Les impulsions que l'on croyait aléatoires se sont révélées être des signaux dirigés, délibérés, intelligents, et alors la réponse est apparue. Mars, ce monde rouge et silencieux que nous pensions être le Baron, répondit. À travers son atmosphère, sa croûte tremblante et ses lunes, elle fit écho à l'appel d'un visiteur interstellaire. Mais il ne s'agissait pas d'une simple réponse. C'était un dialogue. Les ondes sismiques sculptèrent des formes géométriques au cœur même de Mars, s'éveillaient d'un sommeil millénaire, et elles s'éveillaient d'un sommeil millénaire. Et à mesure que la résonance grandissait, elle nous parvint. La Terre elle-même se mit à vibrer d'écho. Des aurores vertes apparaissaient là où il ne devrait pas y en avoir. Des instruments s'effondrent sous l'effet des interférences. Des murmures de nombres premiers et de spirales se dissimulent dans le bruit statique. Le dialogue s'est répandu à travers le vide. Et que nous le voulions ou non, nous en étions devenus partie intégrante. Les archives anciennes ressemblent désormais moins à des mythes qu'à des avertissements, des souvenirs laissés par des civilisations qui ont été témoins du même cycle bien avant nous. Elles parlaient d'un serpent de lumière verte qui murmurait à Mars, de deux feux jumeaux dans les cieux, d'éveils qui ont remodelé les mondes. Et si ces récits sont véridiques, alors Atlas n'est pas arrivé dans notre système par hasard. Elle est revenue, comme toujours, s'inscrivant dans un processus plus ancien que l'humanité elle-même. La NASA garde le silence, enfouissant les données, coupant les signaux, étouffant la moindre fuite. Mais ce silence est un aveu. Ils savent que 3E Atlas n'est ni une comète, ni un corps errant, ni un accident cosmique. C'est un messager, un déclencheur, une présence qui réveille des mondes endormis et force les planètes à parler. Maintenant que Mars a répondu, la question n'est plus de savoir si Atlas est vivant. La question est, que va-t-il se passer ensuite? Car si Mars s'est éveillé et si la Terre commence déjà à faire écho à son chant, alors le cycle ne fait que commencer. Atlas a émis le signal, Mars a répondu. Et maintenant, à chaque impulsion, l'humanité doit faire face à la terrifiante possibilité que la prochaine réponse vienne non pas d'un monde lointain, mais d'une autre.